Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grégory Sialom, je suis le responsable du laboratoire Labocast. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 140 à avoir répondu à notre invitation qui va traiter de votre quotidien au sein du cabinet dentaire. Pour cela, je suis accompagné de mon fidèle compagnon qui est le docteur Gérard Loufrani, que certains d'entre vous connaissent s'il est venu installer des caméras ou venu faire des démos. Vous l'avez rencontré lors de congrès. Et nous sommes aussi en compagnie, même si vous ne le voyez pas pour le moment, du docteur Edmond Binas. Est-ce que, Edmond, tu es avec nous? On voit ton écran, on ne te voit pas encore. Si tu mets le micro, on a un petit souci technique. Je vais essayer de le contacter en live et reviens vers vous. Je te jure. Bien, pour meubler un tout petit peu, n'hésitez pas à commencer à préparer vos questions, parce que je suppose que vous avez tous et toutes un certain nombre concernant effectivement le rôle de l'assistante dentaire dans un cabinet, de manière à ce que, au fil de la présentation du docteur Binas, Voilà. on puisse vous Et voilà, répondre bonjour. en Et live. la Voilà, caméra, c'est bien. et la caméra, elle arrive. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, Quelques petites techniques pour démarrer. finalement, Bonjour. désolé pour l'attente. Désolé pour Oui, l'attente. Donc, ce que je voilà. vous disais, c'est que nous sommes accompagnés aujourd'hui par le docteur Raymond Binas, qui a exercé en tant que praticien à Marseille pendant près de 20 ans. Il a fondé en 99 le groupe Edmond Binas, qui est devenu depuis la BGDS, qui accompagne, forme consoeurs, confrères, assistantes et assistants dans leur quotidien. Il a écrit plus de 500 articles dans la presse spécialisée et de très nombreux ouvrages de référence. Je vous recommande chaudement d'aller sur bgds.fr. Il a de très nombreux modules qui s'adressent à vous en tant qu'assistante et assistant pour le quotidien. Il nous a semblé très intéressant de nous dédier aujourd'hui à vous, puisqu'au-delà des tâches techniques, cliniques, administratives, en tant qu'assistante et assistant, vous avez un rôle central dans leur relation avec les patients. Vous êtes indispensable et on a toujours mis en avant votre rôle au sein du laboratoire. Donc, je vais laisser la parole au docteur Binas qui va pouvoir vous donner des clés quant à l'efficacité au quotidien au sein du cabinet dentaire. Edmond, je te passe la Oui, parole. merci Grégory. Et c'est toujours avec grand plaisir que j'anime ces webinaires pour l'Abocast.
Ça fait maintenant plusieurs années que nous le faisons. Et alors j'avais une petite question pour aujourd'hui. Nous avons jusqu'à quelle heure exactement? À peu près 40 minutes. Parfait, 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 parfait. Bien, alors il va de soi que, étant donné le temps qui est imparti et vu l'étendue du sujet qu'on me demande d'aborder, je vais insister. J'ai dû faire quelques abandons. Il y a des points que je pourrais développer, mais ça ne sera pas possible dans le temps en question. Et j'ai préféré choisir quelques points clés sur lesquels que vous pourrez appliquer assez rapidement au quotidien dans vos cabinets. Et à Alors, la vue du succès, on s'engage à revenir vers vous pour un webinar 2 pour approfondir ça. C'est formidable de pouvoir compter sur autant d'entre vous. avec grand plaisir, hein. Donc voilà. Alors, commençons par un petit rappel de définition. Et ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre efficacité et efficience. L'efficacité, ça revient à produire à l'échéance prévue les résultats escomptés et réaliser les objectifs fixés. Ça demande un petit peu de réflexion. Euh, L'efficience, en revanche, c'est la même chose que l'efficacité, mais en plus, on ajoute un minimum de ressources, un minimum d'énergie et un minimum de coûts. C'est-à-dire faire les choses efficacement, plus cool. Et ça, je le visualise par le schéma suivant. Là, voilà, par exemple, l'efficacité, on atteint l'objectif, mais il y a une certaine déperdition d'énergie. L'efficience, c'est j'atteins mon objectif, plus cool. Et le but final de l'ensemble des équipes dentaires, c'est arriver à ce niveau de maîtrise qui vous permet d'atteindre vos objectifs, de gérer votre journée en étant plus décontracté, voire même en faisant plus de travail, plus cool. C'est ça la véritable efficacité. Un certain nombre de préalables d'abord. D'abord, premier point, l'efficacité, c'est une compétence. À ce titre-là, elle peut donc s'enseigner et s'apprendre. Donc là aussi, rien n'est perdu. C'est un point important. Mais le sujet est plus complexe que ce qui paraît. Parce que pour être efficace, ça demande une combinaison de compétences techniques, c'est-à-dire qu'il faut connaître son job. Ça demande également des compétences en communication et ça demande une solide éthique de travail. C'est-à-dire que là, il n'est pas question de se tromper de priorité dans le travail. On est d'abord là au service du patient. Tout ce que nous faisons est d'abord au service du patient. Or, un des vrais problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que la charge de travail est tellement lourde qu'on est souvent plus focalisé sur la tâche technique que sur la relation avec les patients. Donc, l'efficacité professionnelle nécessite une maîtrise de ces trois aspects. Et les compétences en communication ne sont pas forcément les moindres, hein. Elle n'a pas toujours de rapport avec la bonne volonté. Ça veut dire que il suffit pas de vouloir bien faire. Il y a des techniques à apprendre. Alors voilà, très rapidement, un plan très short, hein, très rapide. Donc après une rapide introduction, il y a trois niveaux dans l'efficacité. Nous allons voir d'abord l'efficacité technique et organisationnelle. Ensuite, nous allons voir l'efficacité relationnelle, qui pour moi est celle qui peut aboutir au plus grand gain de temps, hein, parce que ne pas comprendre un patient ou un collaborateur ou un collègue, un ou une collègue, ça peut faire perdre un temps considérable sans même que nous nous en rendions compte. Et donc l'idée vraiment, c'est de devenir de vrais professionnels de la relation avec les individus, c'est-à-dire bien les comprendre et bien se faire comprendre. Facile à dire, plus dur à faire. Et troisième niveau, c'est la gestion de soi-même, entre autres la gestion des émotions quand il y a des coups un peu de tension dans le courant de la journée. Donc, commençons tout de suite par l'efficacité technique et organisationnelle. C'est à la limite pour moi la plus simple, hein, enfin pas la plus simple, la plus facile à mettre en pratique. Donc là, il y a trois compétences fondamentales qui sont l'anticipation. Quand on est une assistante ou un assistant et un ou une secrétaire, alors je dirais une par commodité, hein, puisque pour l'instant, une majorité d'assistants sont des femmes, donc encore,
hein, peut-être que dans le futur ça changera. Donc par commodité, j'utiliserai le mot assistante ou secrétaire, mais vous savez que cela signifie masculin ou féminin. Donc l'idée, c'est vraiment être dans l'anticipation. Dans l'anticipation, ça veut dire que c'est très important pour chacun, chacune individuellement, d'avoir un plan d'action très précis de sa journée de travail, avec une certaine souplesse, car évidemment, il y a toujours des imprévus. Donc l'idée, c'est de planifier sa journée, de prévoir les gros moments qui sont nécessaires, mais s'autoriser à modifier ce plan d'action au cas où il y a un événement imprévu qui survient. Alors là, il y a la deuxième compétence que j'adore, c'est celle que c'est moi c'est vraiment perso, quoi. C'est ce que j'ai appelé l'esprit tac-tac. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit tac-tac? C'est tac-tac, c'est-à-dire avoir une vivacité d'esprit. C'est-à-dire que le métier d'assistante ou de secrétaire, c'est un métier qui est difficilement compatible avec des personnes qui seraient plutôt molles, si vous voulez, donc qui ont un certain temps de réaction. Donc l'idée, c'est vraiment d'être vif d'esprit et comprendre rapidement la situation à laquelle on est confronté afin d'y apporter des solutions. Et enfin, troisième niveau de compétence, c'est la synergie et la coordination. Et ça, c'est un des éléments qui manque le plus dans les cabinets. C'est que, évidemment, chacun doit avoir son plan d'action pour la journée pour soi, mais la chose fondamentale, c'est que votre travail, vous devez le réfléchir en coordination avec le travail des autres membres de l'équipe, que ce soit praticien, assistante, secrétaire ou prothésiste, etc. Ce n'est pas quelque chose, je fais juste mon job, j'ai bien fait mon job, point final. Non, je le fais en coordination, alignée, si vous voulez, avec le travail des autres pour que le patient ait un sentiment de professionnalisme lorsqu'il arrive au cabinet. Donc, premier point sur l'organisation pure et dure, c'est un espace de travail ergonomique, rangé et hygiénique, évidemment. Et pour cela, je vais vous inviter sur les aspects techniques à simplifier au maximum. Cela passe par la rédaction de protocoles opératoires. Donc, si par exemple vous avez la stérilisation à faire, ce qui est déjà le cas, j'imagine, dans beaucoup de cabinets, vous avez la checklist du déroulement d'une séquence complète de stérilisation, avec un protocole reproductible, indépendamment des individus qui réalisent la stérilisation. C'est ça la notion d'ergonomie. On simplifie au maximum. Regrouper au maximum les choses par tâche, entre autres secrétariat par exemple. Pas la peine que l'imprimante soit à 3 mètres, ce qui vous oblige à vous lever chaque fois que vous devez imprimer un document. L'idée, c'est de le mettre à côté de vous pour que vous n'ayez plus qu'à tirer la feuille pour le remettre au patient ou pour imprimer le document. Donc là aussi, regrouper au maximum, en stérilisation pareil, en salle de soins évidemment pareil, regrouper tous les instruments nécessaires à la réalisation d'un acte, soit dans une cassette, soit dans un bac également. Et donc là aussi, le regroupement, c'est un des éléments clés. Limiter les mouvements. Je ne cours pas. L'efficacité ne signifie pas courir plus vite. L'efficacité, c'est faire les choses plus rapidement par une simplification du travail. Et pour cela, vous devez évidemment limiter les mouvements. Si ça court dans tous les sens dans le cabinet, c'est qu'il y a moyen de progresser en matière d'efficacité. Donc, un mot donc sur les protocoles. Pour nous, établissez des protocoles pour toutes les tâches techniques, de façon à ce que chaque membre de l'équipe utilise les mêmes protocoles pour ses tâches. Puis évidemment, appliquez-les. Parce que souvent, j'ai remarqué que dans les cabinets, quand on fait des audits, eh bien, on se rend compte que les protocoles existent bien, mais que quelque part, au bout d'un moment, on les oublie. Et il y a une espèce de dérive qui se produit et du coup, on repart un peu dans le désordre. Autre point essentiel, la gestion du planning. Là, c'est pas prévu aujourd'hui, mais on pourrait faire tout un webinaire que là-dessus pour l'équipe dentaire. La gestion des rendez-vous et la tenue des dossiers à jour, c'est un élément central pour un gain de temps. Assurez-vous que tous les dossiers des patients soient à jour et soient exacts.
Entre autres, assurez-vous bien que lorsqu'un patient a terminé son traitement, vous fermiez le dossier du patient dans le logiciel. Mettez en place un système de gestion des urgences. C'est-à-dire que nous, on est partisans, en début de journée, d'identifier à quel moment le praticien vous indique à quel moment on peut placer des urgences. En début de matinée, pour que vous n'ayez pas à venir le déranger en cours de traitement. On pose une question, Edmond, je Allez, les pose au fil de l'eau. avec C'est plaisir. en plage d'urgence, c'est combien de temps? Alors là, on rentre vraiment dans un sujet qui peut être demander de long développement. Nous, on a 3 règles. La première, c'est on ne réalise pas l'acte complet dans l'urgence. Premier point. C'est-à-dire qu'on traite le motif de la visite. Et en général, l'urgence, c'est soit une urgence esthétique, soit une urgence douloureuse. Si l'urgence est douloureuse, je traite le symptôme. S'il y a une pulpite, je vais réaliser une pulpotomie. Je ne vais pas commencer à me lancer dans la pulpectomie. Vous voyez, donc je traite le symptôme. Donc je soulage. Le patient, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ne plus avoir mal. Si c'est un problème esthétique, je traite juste le problème esthétique rapidement, sans rentrer dans la réhabilitation complète. Donc pour nous, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça sous-entend que le temps praticien ne dépasse pas 10-15 minutes pour une urgence, puisque je traite que le symptôme. Je ne sais pas si je suis clair. Et troisième point, je dois identifier la vraie urgence de la fosse par un bon prédiagnostic téléphonique de la part de la secrétaire ou de l'assistante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pressés, il y a peu de vraies urgences. Par exemple, si une des questions que l'on invite à poser aux patients, c'est depuis combien de temps est-ce que vous avez mal? Si le patient vous dit ça fait 3 jours ou une semaine, on n'est plus à 2 jours près, quoi. Hein. Pas dire de le prendre tout de suite. Et à ce moment-là, on peut le reporter au lendemain ou au surlendemain si nécessaire. En revanche, si le patient a une vraie douleur, il va vous dire je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Vous voyez? Donc là aussi, la gestion des urgences, c'est un vrai système qui demande de la part des secrétaires et des assistantes beaucoup de psychologie et pour identifier finement l'urgence de la fosse, en fait. Hein. Voilà. Alors j'avance parce que pour finir dans les temps, j'ai pas mal d'infos. Donc, offrez la prise de rendez-vous en ligne. Là aussi, ça a été. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément Doctolib. Hein. Ça peut être par le site internet, ça peut être par mail, peu importe. Mais il a été prouvé que ça réduit le nombre d'appels au quotidien. Hein. Appliquer les règles de rendez-vous de la méthode BINAS. Bon, là, nous, on a, par exemple, on est pour prédéfinir un nombre d'urgences maximum vu dans la journée. Si vous avez en moyenne, je ne sais pas moi, 4 urgences par jour, ce qui est beaucoup, hein, attention, hein, ça peut valoir le coup dans la réunion du matin que le praticien vous indique 4 plages horaires où vous pouvez passer vos urgences. Là aussi, hein. Donc il y a vraiment à définir des règles en amont, puisque de toute façon on sait qu'on va en avoir des urgences. Autant définir un mode de fonctionnement qui va vous permettre de les gérer plus fluidement. Au niveau administratif, beaucoup pour les secrétaires, donc avoir tout sur la main, ne pas laisser les documents s'accumuler. Nous, on a une règle qui est la suivante, c'est toute tâche qui peut être réalisée en moins d'1 minute doit être faite tout de suite. C'est pas je dis je le mets de côté, dès que j'ai 5 minutes je le ferai. Ça c'est une cata. En fait, quand quelque chose peut être fait rapidement, faites-le tout de suite. Le patient peut très bien attendre 1 minute, pas plus. Hein, et vous lui expliquez pourquoi vous lui demanderez d'attendre 1 minute. Et vous finissez votre tâche. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas en fin de journée avec toute une liste de tâches à accumuler, qui se sont accumulées. Donc, établissez des routines régulières, là, évidemment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir des dossiers patients bien tenus, ça fait gagner un temps fou. Là, typiquement, c'est le genre de choses qu'on doit faire tout de suite. C'est-à-dire que pour nous, à vous de décider, mais nous, on recommande que ce soit l'assistante fauteuil qui remplisse le dossier sur les consignes que lui aura données oralement le praticien. Donc, du coup, ça fait aussi gagner du temps à la secrétaire derrière. Et enfin, un système d'encaissement et de suivi de paiement qui soit bien huilé. Là aussi, ça passe par la mise en place de règles
clairs en amont qui sont annoncés au patient au départ. Et comme ça, le patient sait exactement quand, combien et comment il doit payer. Et là, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, toujours dans les aspects organisationnels techniques, le travail à quatre mains, et là je parle du vrai travail à quatre mains, et dans le vrai travail à quatre mains, j'ai l'habitude de dire quelle est la différence entre une assistante professionnelle et une assistante très professionnelle. C'est que l'assistante professionnelle, lorsqu'elle est au fauteuil, elle attend que le praticien lui demande un instrument ou de spatuler un ciment. L'assistante très professionnelle tend l'instrument au moment même où le patient en a besoin, avant même qu'il ouvre la bouche, avec évidemment l'instrument orienté vers la dent à traiter. C'est-à-dire que si on doit passer une sonde et que la dent est une 36, on oriente la sonde vers le bas, pas vers le haut pour qu'il n'ait pas à retourner la sonde. Il n'y a rien de plus contrariant pour le praticien, si vous voulez. Donc, pour moi, le vrai quatre mains, c'est lorsque le praticien ne sort pas les yeux du champ opératoire. Ce qui veut dire que 80% du travail dans le quatre mains, 90% même, est fait par l'assistante. Là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, réduisez le nombre d'instruments. Comment j'y arrive? On peut avoir des instruments à double tête, par exemple. Vous voyez, préparez votre séquence instrumentale à l'avance. C'est soit le baquet cassette dans les instruments, mais même dans les traitements d'endo, préparez tous les instruments dont vous allez avoir besoin à l'avance. Et c'est posé sur le plan de travail. Je rappelle juste que le plan de travail doit se situer le plus près possible de la tête du patient pour pas avoir à réaliser des mouvements où on tend le bras, où on fait des torsions de la colonne vertébrale qui sont des éléments assassins pour notre dos. Donc respectez les positions correctes. Ensuite, hygiène et stérilisation optimale. Donc évidemment, votre Il y sécurité. a, il y a une question, Edmond. Alors Oui. peut-être que tu vas la traiter plus tard sur la gestion justement physique, assis, debout. On me demande est-ce que tu as des recommandations? Alors oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors théoriquement, on travaille assis, théoriquement. Il y a beaucoup d'inconvénients au travail debout, dans la mesure où c'est un travail asymétrique et qu'on est sur un seul pied. En revanche, il y a beaucoup de praticiens et d'assistantes qui sont en chirurgie travaillent debout, un peu comme les chirurgiens, si vous voulez, à l'hôpital. Donc c'est tout à fait possible. Alors ce qui est très intéressant à connaître en matière d'ergonomie pure, c'est que ce qui est le pire de tout, c'est de garder les mêmes positions toute la journée. C'est ce qu'on appelle les postures statiques prolongées, PSP. Et ça, c'est très dangereux. Donc, si vous travaillez assis, n'oubliez pas, toutes les 20 minutes à une demi-heure, de vous lever. On peut même imaginer, nous, c'est ce qu'on recommande. Hein, je suis en train de terminer un livre sur l'ergonomie. Nous, on recommande de faire même des exercices au cabinet pour éviter que les positions statiques prolongées s'enquistent, en fait. Et donc, il faut faire comme une espèce d'interrupteur. Donc, la seule chose pour répondre à la question, c'est alterner vos positions, en fait. Voilà. Là aussi, assis toute la journée, ça a été démontré, même si vous faites du sport, 1 heure de sport en fin de journée ne rattrape pas 8 heures de position assise. Donc, ce qu'il faut, c'est régulièrement se lever. Pour ça qu'on n'est pas contre l'idée que régulièrement le praticien ou l'assistant de fauteuil accompagne le patient au secrétariat. Ça fait bouger quelque part. Moi, j'ai connu une assistante qui mettait l'ambiance et qui dansait chaque fois qu'elle avait fini d'assister son praticien. Elle dansait pour accompagner le patient. Et en réalité, c'était très intelligent parce qu'elle fait circuler le sang, etc. Donc, rappelez-vous, toutes les 20 minutes à 30 minutes, changez de position. Si vous êtes assis, mettez-vous debout. Si vous êtes debout, mettez-vous assis. Donc, automatiser au maximum, évidemment, en stérilisation. Chose importante, c'est la cuve de séchage qui fait gagner beaucoup de temps. Hein, voilà, beaucoup de cabinets l'ont déjà, hein, évidemment. Après, la gestion du stock, je passe très vite. La gestion des tâches occasionnelles est toujours dangereuse parce qu'il n'y a pas de routine qui s'est instaurée. Et du coup, à un moment donné, on oublie de surveiller le stock. Donc, il y a 2 niveaux de stock. Il y a le niveau de stock dans la salle de soins qui relève
de la responsabilité de l'assistant de fauteuil et le niveau de stock dans un placard ou dans un local de stock, où là, ça peut être éventuellement délégué à quelqu'un d'autre, mais à condition d'avoir toujours défini les niveaux de stock minimal nécessaires dans les deux pièces. Et là aussi, planifier les commandes. N'attendez pas d'être en rupture de stock pour passer vos commandes. L'idée, c'est d'avoir un stock minimal qui déclenche la commande. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans les aspects relationnels. Et donc, pour moi, l'efficacité relationnelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'efficacité. C'est comment comprendre et se faire comprendre plus vite. D'abord, l'efficacité, les non-dits sont la plaie des cabinets. Je répète, les non-dits sont la plaie des cabinets. Vous avez un problème avec qui que ce soit, un patient, une collègue de travail, le praticien. L'idée, c'est de dire les choses. Pour cela, c'est important de créer un moment où on peut se parler. Le problème, c'est qu'il y a toujours les patients au milieu. Donc, si vraiment il y a un truc qui ne va pas, on peut dire les choses, mais attention, vous pouvez tout dire dans la vie professionnelle, tout dépend comment vous le dites. C'est-à-dire de le dire de façon non conflictuelle. Or, souvent, quand on a un problème, on explose et c'est là que c'est dangereux. Donc là aussi, et ça génère non seulement des grosses pertes de temps, mais également des gros coups de stress. Le but d'une bonne communication, c'est d'améliorer l'efficacité globale du cabinet. Le patient arrive, il sent une atmosphère fluide, chacun est à sa place. Quand une info doit être donnée, ça communique, ça roule. Il n'y a pas de déperdition. Souvent, les gros problèmes en matière de perte de temps sont dus à une mauvaise compréhension, de l'organisation générale, de la compréhension de son poste, et 3, des non-dits. Quand je ne comprends pas, je dis. Le praticien définit le cadre de travail. Quand le travail ne correspond pas à ce qu'il attend, la responsabilité du praticien, c'est de dire les choses. Ça ne correspond pas. Là aussi, sans agresser la personne, évidemment. En revanche, quand l'assistante ne comprend pas, elle a la responsabilité de dire qu'elle ne comprend pas. Il ne faut pas avoir peur faut pas penser que vous allez passer pour quelqu'un qui n'est pas au niveau si vous ne comprenez pas quelque chose. Et écoutez, docteur, je pense que j'ai compris, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous attendez de moi? Et quand vous faites ça, ça incite le praticien à vous parler, à donner plus de détails. Alors, dans les compétences relationnelles, qu'est-ce qu'on a? Bien écouter. Et là, on a un gros problème, évidemment. Parce que vous savez comme moi, ce que c'est que la vie dans un cabinet. Ça court dans tous les sens. Et donc, être bien à l'écoute nécessite une disponibilité mentale. Or, alors je ne suis pas en train de vous demander d'être à l'écoute tout le temps. Il y a des moments où ça se passe bien, ça déroule. Bon. En revanche, il y a des moments clés où il faut savoir être là et être vraiment à l'écoute. Un patient qui vient se plaindre, qui est agressif, un rendez-vous qu'on n'arrive pas à trouver, quoi encore, un patient qui souffre. Là aussi, il faut vraiment être attentif. Donc, bien écouter, c'est une compétence de base de tout membre d'une profession médicale. Bien comprendre, il ne suffit pas d'écouter. Il faut comprendre. Et pour bien comprendre, il faut essayer de lire entre les lignes ce que vous dit le patient. Et enfin, troisième point, c'est bien se faire comprendre. Facile à dire, pas si simple en réalité. Beaucoup de personnes pensent être claires alors qu'elles ne le sont pas. Donc, ce qui compte en communication, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que la personne que vous avez en face comprend. Alors donc, vous, en tant que professionnel, ce n'est pas la responsabilité du patient de faire l'effort, c'est à vous de le faire, c'est de vous débrouiller pour que le patient, d'une façon ou d'une autre, comprenne ce que vous lui dites. C'est pas si évident. Hein. Là, on pourrait développer, j'ai 2 jours de formation que sur l'écoute, on pourrait aller très loin là-dessus, mais j'insiste, je vous ai dit, je donne vraiment les points clés. Et évidemment, vous devez vous positionner comme l'avocat ou l'avocate du patient. La vie d'un cabinet, c'est du matin au soir de gérer des problèmes.
Vous savez, une journée où tout se passe parfaitement, ça va peut-être arriver 3 fois dans l'année et c'est magnifique. Profitons-en, d'accord? Mais il y a toujours des imprévus dans un cabinet. Donc, votre job, c'est que lorsqu'un problème arrive, c'est de trouver une solution. Et donc, vous devez, quand vous vous positionnez vis-à-vis du patient, vous présenter comme quelqu'un qui est avec lui. C'est pas contre lui, c'est pas nous, l'équipe, contre le patient, et ce n'est pas mon travail technique contre la relation avec mon patient. C'est l'inverse. C'est mon patient d'abord. Si je Et peux puis, t'interrompre une toute petite seconde, j'ai quelques questions bien à sûr, propos du téléphone portable au sein de oui. l'équipe soignante. Beaucoup de praticiens me disent, mon assistante est sans arrêt sur son téléphone. Est-ce que tu as une règle bien précise concernant effectivement ce téléphone portable au sein du cabinet dentaire? Alors, oui, normalement, c'est Ah oui, c'est le téléphone personnel, non, quoi. On va ouais. dire. Ça, c'est la règle théorique. La réalité pratique, c'est que si vous ne pourrez pas empêcher les gens d'aller sur leur téléphone. Mm. Après, là, c'est comme tout. Il ne faut pas confondre souplesse et faiblesse. C'est-à-dire que le problème en matière de téléphone portable, ce sont les excès. Si on doit y aller une fois, je jette un coup d'œil par vacation, 15 secondes, ça va passer. Maintenant, si je suis en train d'aspirer et qu'en même temps je vais sur Insta, là on a un vrai problème, quoi, hein. Mm. Je l'ai déjà vu, hein, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Donc là aussi, il est question d'être raisonnable. Donc, et ça, c'est à convenir entre le praticien et l'équipe. C'est à discuter. Mais c'est un sujet qu'il faut aborder. Mais dans l'absolu, non. Comment faisait-on avant, quoi? Et s'il y a une véritable urgence, il y a toujours le téléphone fixe du cabinet. On peut toujours vous appeler sur le téléphone fixe, hein. Voilà, si l'école appelle pour un enfant ou quoi, on peut toujours appeler au cabinet. Donc, le problème, c'est d'être raisonnable dans l'utilisation des réseaux. Et autre chose, en revanche, c'est que on peut très bien avoir un WhatsApp interne pour le cabinet. Le WhatsApp, c'est pas mal pour communiquer sans se déranger, hein, sans avoir à se lever. Mais c'est un WhatsApp, voilà, c'est le WhatsApp du cabinet, quoi. Bon, après, tout le monde n'est pas d'accord pour le faire, c'est juste une idée que je soumets. Alors, autre chose, enfin, très très importante en matière d'efficacité, c'est un vrai travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est facile à dire, c'est très compliqué. Parce qu'il ne suffit pas d'être sympa. Tout le monde est sympa dans l'absolu, à part quelques personnes qui auraient des problèmes personnels graves, quoi, on va dire. Mais normalement, quand on travaille dans un cabinet, ben, on a envie que les choses soient sympas, quoi, hein. Donc on fait tout pour que ce soit. Souvent, en revanche, il y a une mauvaise perception du travail de chaque membre de l'équipe. C'est-à-dire que vous pouvez être assistante dentaire, par exemple, et vous estimez que c'est à la secrétaire de réaliser une certaine tâche. Et elle, peut-être qu'elle pense que non. Elle va penser que c'est à vous de le faire. Ça arrive souvent, ça, par exemple, pour savoir qui prend les rendez-vous. Est-ce que c'est l'assistante ou que c'est la secrétaire? Bon, il y a des cabinets où c'est clair, il y en a d'autres où c'est pas clair. Et souvent, on se renvoie la balle, etc. Et ça commence, les problèmes commencent comme ça. Et là, c'est un manque d'efficacité totale, hein. Donc, le travail d'équipe, pour moi, c'est au-delà de la sympathie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une compréhension du travail de chaque membre de l'équipe par tout le monde. Tout le monde doit savoir en quoi correspond le travail de l'autre, ce qui n'est pas si évident non plus, et qu'il y ait une coordination entre chacune des personnes. C'est-à-dire, par exemple, un des grands points faibles dans les cabinets, c'est lorsque le patient sort de la salle de soins pour aller au secrétariat. Là, il y a un moment de flottement. Et comment ça se passe? Est-ce que le patient il va seul? Est-ce que c'est l'assistante qui l'accompagne? Qui prend le rendez-vous? Tout ça doit être noté. Ce sont des règles de fonctionnement du cabinet. Ce sont des systèmes qui doivent être mis en place. À la limite, peu importe quelle est la règle. Vous pouvez très bien avoir une règle qui est unique pour votre cabinet. Mais il faut qu'il y ait des règles. Donc, le travail d'équipe augmente l'efficacité générale, nécessité d'une cohérence globale dans la conception du travail de chacun. Ça, pour moi, c'est la responsabilité du praticien d'avoir un organigramme sur qui fait quoi, clairement. Une communication ouverte avec un partage maximum d'informations, bien comprendre les attentes des autres. Quand je parle des attentes, là, c'est le reste de l'équipe, là, sur ce coup-là.
et évidemment de faire un retour d'information le plus tôt possible, d'où évidemment, pour avoir un bon travail d'équipe, l'importance d'avoir de réunions régulières. Alors, on va finir par la gestion de soi. La gestion de soi, je vais passer très rapidement parce que là aussi c'est un sujet qui pourrait être très très long à traiter. D'abord, évidemment, c'est la gestion du temps. Très simple. La gestion du temps, c'est très simple. La gestion du temps, c'est la gestion de vos priorités au quotidien. Le matin, vous arrivez, vous faites votre plan d'action en commençant toujours par les choses les plus importantes, pas les plus urgentes, les plus importantes. Et c'est ça le grand secret, d'accepter l'idée que ce plan d'action peut être réorganisé en cours de journée en cas d'imprévu. Ce qui veut dire que je réorganise continuellement ma journée de travail si nécessaire. Donc l'idée, c'est déjà évidemment de planifier votre travail, au moins les grandes tâches. Donc créez votre checklist de la journée, créez des rappels. Si vous avez des patients, notez-le évidemment. Si vous avez des patients que vous devez rappeler ou le prothésiste ou qui vous voulez, notez-le sur le planning. Si ce n'est pas noté sur le planning, on l'oublie. Utilisez des blocs de temps. Par exemple, vous vous dites, il me faut 30 minutes pour faire ma stérilisation. Je la ferai à 18h ou à 17h30, puisque en fonction de la fermeture du cabinet. Je sais qu'il me faut donc ces 30 minutes. Je le fais à 18h. Et vous prévenez tout le reste de l'équipe que de 18h à 18h30, vous êtes en sté. Parce que sinon, le praticien, lui, il ne sait pas où vous êtes. Hein. C'est Houdini, c'est-à-dire un magicien qui disparaissait à tout moment, on ne sait pas où il est. Quoi. Voilà. Chose importante, évidemment, estimer à 5 minutes près la durée de chaque tâche. Alors, entre autres, le chronométrage des actes pour les praticiens. Hein. Utilisez les entre-deux. Là aussi, j'ai dit tout à l'heure, les tâches qui prennent moins d'une minute, c'est tout de suite. Vous avez un petit moment de flottement, hop, profitez-en. Je liquide les choses en suspens. Tac, 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 tac. C'est l'esprit tac-tac hein, de tout à l'heure. Évitez la procrastination. La procrastination, c'est quand j'aurai un moment, je le ferai. Quand j'aurai un moment dans un futur lointain et très flou, qui n'arrive jamais, je ferai. Non, vous définissez. Si vous devez reporter une tâche, notez dans votre planning perso à quel moment de la journée vous devez le faire. Si vous ne le notez pas, vous allez l'oublier. Et l'esprit ne peut pas retenir plus de 7 choses en même temps. Donc la bonne gestion du temps, c'est réadaptez-vous continuellement. Donc je ne m'interdis pas de réorganiser ma journée comme je vous ai dit tout à l'heure. Tirez le maximum des réunions. Ce sont toujours des réunions de travail. On ne règle pas des comptes en réunion. Hein. Ça, c'est toujours en tête à tête. Hein. Optimisez la gestion des rendez-vous. Et chose importante, dans la gestion du temps, sachez dire non élégamment quand la demande est irréaliste. C'est-à-dire que voilà, je voudrais prendre rendez-vous, mais je voudrais venir à 21h30. Ça ne va pas, non, mais moi je dors à cette heure-là. Non, la clé, vous la connaissez, c'est j'aimerais bien, vous fixez un rendez-vous à 21h30 et en même temps, il se trouve que le vendredi, le cabinet ferme à 16h. Vous voyez, donc l'idée c'est dire non avec une certaine élégance. Et réduisez au maximum évidemment les délais d'attente. Ça n'est pas. Beaucoup de cabinets se sont habitués à ça, mais faire attendre un patient, dans l'absolu, c'est pas normal. Hein. On s'y habitue, hein. Je suis passé par là, je sais de quoi on parle. Hein. Mais considérer que c'est normal que le patient attende 25 minutes, 20 minutes, jusqu'à 10 minutes, ça passe. Mais au-delà, on a un problème de fonctionnement général du cabinet. Alors pour la maîtrise de soi, c'est rester focalisé sur les tâches que vous réalisez, essayer en toutes circonstances d'avoir un certain détachement, ça vous permettra de rester calme. Je sais, ce n'est pas si facile. Edmond, tu ne te rends pas compte et tout. Mais oui, je sais très bien ce que c'est, mais ça ne sert à rien de s'énerver parce que vous vous faites du mal à vous. Donc c'est pas tellement pour le patient, à la limite que vous ne le faites pas, c'est rester calme pour vous. Partez du principe que c'est normal qu'il y ait un certain nombre de patients qui soient énervés, excités ou de mauvaise foi, et que ne le prenez pas au premier degré. Ça fait partie de notre job. Ça, il faut l'accepter. Et que pour autant, vous devez le gérer de façon professionnelle, donc en restant calme. Gérer le stress au mieux, donc c'est ce que je viens de dire. Important aussi, sachez faire des pauses. Moi, je suis pour utiliser les temps
par exemple, de repas ou les petites pauses café, etc., pour en profiter pour faire des rupteurs de stress, faire de la respiration, plaisanter entre nous. L'idée, c'est que l'ambiance, elle soit autre que je suis focalisé sur mes tâches et je deviens obsessionnel. Donc là aussi, je suis pas en train de vous dire, allez vous fumer votre cigarette toutes les 10 minutes, hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, faut pas être mal compris. Mais les pauses doivent être, vous devez les concevoir comme des moments de récupération. Travailler sur la confiance en vous, évidemment, ça c'est un élément central, sans agressivité et sans prétention non plus. Et pratiquer un discours intérieur positif, je veux dire par là, oui, ça va le faire. Oui, je suis l'avocate de mon patient. Même celui qui est énervé, oh là là, le pauvre, il est énervé, comment je peux faire pour le calmer, quoi. Voilà, alors donc la question qui est véritablement importante en matière d'efficacité, comment faire pour savoir si je me noie dans un verre d'eau ou si j'ai vraiment trop de travail. Si je me noie dans un verre d'eau, c'est que pour des tâches répétitives, ben, je n'améliore pas mon temps de réalisation. Et donc là, il faut que je réfléchisse à mes protocoles opératoires. Voilà, conclusion, je suis à peu près dans les temps. L'efficacité repose sur des compétences techniques, mais aussi beaucoup sur des compétences en communication et sur une bonne gestion de soi. La solide éthique de travail, c'est de ne pas oublier le patient. Et c'est le secret d'une carrière réussie et épanouie. Et voilà. Edmond, on a une question. Est-ce que tu es pour la séparation des tâches? Attends, J'ai... excuse-moi, je peux couper le diaporama là? Oui, Comme ça, je vous vois. Attends. Oui, alors, est-ce que je suis pour la séparation des tâches? Dans oui, quoi? c'est-à-dire quelqu'un qui est apparemment que à l'administratif, quelqu'un qui est que aux quatre mains. En fait, moi, je suis pour tous les systèmes qui fonctionnent. C'est-à-dire que si ça marche, ne changez rien. Vous voyez, tiens, je me rends compte que voilà. Si ça marche, ne changez pas. Un système qui est fonctionnel, autant le garder. On n'a pas de règles rigides. Ce qui compte, c'est est-ce que ça marche pour vous? Vous savez, nous, on a suivi 4500 cabinets. Je peux vous garantir une chose, après plus de 20 ans maintenant de pratique avec les cabinets, c'est qu'aucun cabinet n'est le même qu'un autre. Ça n'existe pas. Donc, si le système fonctionne bien, ne changez rien. Cherchez à l'améliorer, mais voilà. En revanche, pour quand même répondre à la question, ça dépend. On peut soit avoir une polyvalence de tâches, mais si on a une polyvalence de tâches, c'est-à-dire que les deux, par exemple, imaginons qu'il y ait deux assistantes secrétaires, on va dire, hein, qui soient capables de gérer aussi bien le secrétariat que le fauteuil, on a une polyvalence de tâches, mais on n'a pas une polyvalence de fonctions. Ça veut dire quoi? Le pire qui puisse arriver, c'est on est toutes les deux compétentes pour gérer le secrétariat et le fauteuil, donc tout le monde fait tout et on voit comment ça vient, etc. Non, ça génère les pires problèmes. Ce qu'on fait, c'est lundi matin, la première assistante est au fauteuil, la deuxième est au secrétariat. Lundi après-midi, on inverse, mais quand on est au secrétariat, on est au secrétariat. Quand on est au fauteuil, on est au fauteuil. D'accord? Et autre chose, une erreur que je vois souvent, c'est que on est une équipe. Une équipe, donc je vais aider les autres. J'aide les autres. Oui, oui, je suis pour qu'on aide les autres, hein, mais à une condition, c'est que son propre travail soit réalisé. Parce que j'ai connu comme ça des assistantes qui ne faisaient pas la ST pour aller aider la secrétaire, et le soir, elles arrivaient, il restait une demi-heure après la fermeture pour faire la ST. Donc là, vous voyez l'idée. Donc ce qui compte, pareil, toujours pareil, c'est définir les règles qui fonctionnent pour votre cabinet. Et si ça fonctionne bien, ne changez pas. J'ai une question. Comment être efficace quand on est tout seul? C'est-à-dire tout seul, c'est une Sans, assistante qui pose la sans question ou c'est un assistante? praticien? Bah oui, tout seul comme assistante, j'ai pas encore vu beaucoup, mais, Non, mais il mais, peut y avoir une mais, seule assistante, c'est ça que je veux dire. mais tout seul comme praticien, Praticien, sans assistante. c'est possible, c'est possible. Non, non, on peut l'être. Il faut automatiser un maximum de choses. Mais ça, je me rends compte que la plupart des praticiens solo, ont déjà mis en place beaucoup de choses. Mais ça passe beaucoup par la planification quand même. Ça passe beaucoup également par une excellente gestion des rendez-vous.
Ça passe également par faire appel, pourquoi pas, à un secrétariat dédié. J'ai même, pas beaucoup, mais j'ai quelques cabinets qui commencent à laisser un message sur répondeur en disant les rendez-vous ne sont pris que par mail ou que par Internet. Alors à vous de choisir comment, hein. Voilà. Donc automatisation, planification des rendez-vous et protocole opératoire très 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 serré, évidemment très opérationnel, hein, quoi, parce que Mm. voilà. Et sinon, euh, même si vous êtes super efficace, attendez-vous quand même à un certain niveau de stress, hein. D'accord. Et pour celui, et pour le cabinet où tu as une seule assistante, parce que tu parles beaucoup de secrétaire et d'assistante, et là ici Mhm. j'ai des questions en me disant, mais moi je suis toute seule pour 2 praticiens et je cours en fait sans arrêt. C'est normal. D'abord, partez du principe que c'est normal. Déjà, si vous partez du principe que c'est normal parce que vous êtes tout seul et qu'il y a 2 praticiens, déjà vous êtes moins stressé. Si demain ils vous disent oh là là, mais arrête de courir comme ça, vous dites c'est Binas qui a dit. Voilà, d'accord. Donc si vous avez 2 praticiens simultanément et que vous êtes seul, c'est normal. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on recommande? C'est justement la communication est très importante avec les praticiens. C'est de dire voilà, souvent les praticiens me disent je veux qu'elle soit souriante au téléphone, je veux qu'elle prenne bien les rendez-vous avec les patients, je veux qu'on soit orienté service patient, etc. Mais en même temps, dès que le patient est installé sur le fauteuil, ding, 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 on sonne pour qu'elle vienne, pour nous aider au fauteuil. Donc là aussi, c'est pas Shiva, là, vous savez, la déesse aux 1000 mains, là, le dieu hindou aux 1000 mains, aux 1000 bras. Ce qui compte, c'est de dire au praticien, écoutez, voilà, si je dois prendre un rendez-vous quand le patient a terminé l'acte, la séance, prendre un rendez-vous, encaisser, faire un point de conversation pour pas que ça soit dégage vite fait, ok? Ça, on l'a chiffré, c'est 7 minutes. Donc il y a 7 à 10 minutes où je ne peux pas être là au fauteuil en même temps. Donc c'est de le dire au praticien. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Qu'est-ce que vous préférez? Que j'aille plus vite, du coup j'expédie le patient, ou est-ce que vous préférez que je le chouchoute et à ce moment-là, vous démarrez le traitement tout seul? Ça vous Encore une parle? autre question à propos de la délégation de tâches. Oui? Alors bon, on sait que pour les radiographies, il y a la loi. À Et nous, la pour loi, c'est la loi, hein. Nous, chez C'est nous, la loi. On est c'est non d'accord, négociable. on est d'accord, c'est ce qu'on m'écrit. Par contre, pour les prises d'empreintes optiques, est-ce que tu penses que c'est une délégation qu'on peut facilement faire auprès de l'assistante? Là, tu me demandes un truc un peu délicat. Euh, non, je vais vous faire la réponse, hein. Mm. Moi, je suis pas la police, hein, de Mm. toute façon, hein. Chacun fait ce qu'il veut dans son cabinet. Mais en revanche, dans l'absolu, là, j'ai eu la discussion avec des membres du Conseil de l'ordre. Même une empreinte optique, c'est non, quoi, hein. Ça reste une empreinte optique, hein. Ça reste une empreinte. Donc, est-ce que c'est bien? Moi, On y arrivera. On ce y n'est pas arrivera. moi qui Ouais. fais les lois, hein. Donc, moi, je vous dis si la règle, c'est les lois. Euh, Edmond, Gérard, on va libérer tout le monde. Oui, oui, Vous oui. étiez Merci plus beaucoup d'une d'avoir pris du temps centaine sur la à avoir pause. assisté à ce webinaire et on vous en est vraiment reconnaissant. Si vous voulez aller rencontrer le docteur Edmond Binas, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la BGDS qui est bgds.fr. Il y a un roadshow à l'heure actuelle que le docteur Binas et son équipe effectuent partout en France, un peu en même temps que nous sur le Think Digital Tour, où ce soir on est à Paris, demain à Grenoble, après-demain à Strasbourg. Toi, je crois que tu es à Nantes dans 2 jours. Mais n'hésitez pas à y aller. Il y a des modules qui vous sont dédiés. C'est très important de se sentir à l'aise avec cette façon d'être suivi aujourd'hui qui est un peu digitalisée, mais c'est vrai que les équipes se déplacent aussi. En tout cas, merci d'avoir Merci assisté. à vous. Vous avez été très nombreux et nombreux, donc on renouvellera cette expérience avec Oui. grand Je pense que c'est plaisir. une très bonne idée, Greg, hein, vraiment, hein, Gérard. C'est Et une ben, chouette. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, hein. nous aussi, nous aussi. Merci Mille beaucoup. merci à vous Et, tous et toutes et pour on a beaucoup avoir de pouces assisté. levés. Et pour beaucoup, on n'a pas déjeuné, ou en tout cas, on était ensemble. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au Bye revoir. bye. Au revoir.